Bonsoir tout le monde. Je m'appelle Frédéric Lapierre. Bienvenue à cette dernière soirée Plume et Parvis 2026. Merci d'éteindre les appareils personnels. Question que tout le monde profite bien de l'entretien. Ce soir, il y a une entrevue, bien sûr, mais vous allez entendre des extraits du livre « La cassure » de Geneviève Janson, extrait choisi par Linda Amiotte de l'organisme Lanaudois à voix haute, défendu ce soir par les comédiennes Élisabeth Sirois et Lily Thibault, que je vous présente. Bonsoir. On va prendre vos questions en dernière partie d'entretien autour de 20 heures. Ça fait 32 ans que je fais des entrevues et je me souviens pas d'une entrevue au moment de préparer là, qui m'est rendu aussi nerveux que ce soir. Je m'explique. En levant la main, soyez pas gênés, qui est là sans jamais avoir entendu le nom de Geneviève Janson de votre vie, là? OK. Qui n'est pas au courant de la façon dont sa carrière de cycliste s'est terminée il y a une vingtaine d'années? OK. Alors, comment faire quand on a l'impression de tout connaître de quelqu'un et quand cette histoire-là est tellement teintée de noirceur pour faire en sorte que l'entrevue ne soit pas juste quelque chose qu'on a déjà entendu et ne soit pas juste dans la noirceur? Mais finalement, la réponse, je l'ai trouvée dans le livre, La cassure, parce que je me suis rendu compte qu'on était loin de connaître tout de cette histoire, et dans une discussion que j'ai eue la semaine passée avec Geneviève Janson, où finalement, une des dernières affaires qu'elle m'a dit, et que ça m'a complètement rassuré, c'est « Inquiète-toi pas, on peut parler de tout. » Je ne sais pas si on va parler de tout, mais on va parler de pas mal de choses, d'humain à humain, tout simplement. Accueillez Geneviève Janson. Bonsoir, humaine. Bonsoir, ça fait un très grand plaisir d'être ici. Vous êtes ponctuel parce que je suis une personne qui arrive très de bonne heure et j'ai eu la chance d'accueillir 80% de la salle ici. Alors, merci d'être ponctuel. L'an dernier, est-ce qu'il y en a qui l'ont lu, La cassure, ou qui sont en train de le lire? Oui. Donc, c'est paru chez K.O. Éditions l'an dernier. Vous racontez votre histoire devenue un enfer public à l'époque où vous avez été reconnu coupable d'avoir utilisé des produits dopants dans la pratique de son sport, le vélo. Je sais bien que tout le monde le sait, mais bon, juste au cas où. Mais histoire d'un point de vue personnel qui était vraiment l'enfer bien avant ce moment-là. Par la suite, chronologiquement, en 2008, il y a eu un livre d'Alain Gravel, livre d'entretien sur une longue période de temps, dans lequel vous finissez par reconnaître que oui, vous avez utilisé des produits dopants. On est 20 ans après les événements. D'autres personnes auraient dit « Oublie ça, moi je suis tellement content qu'on n'en parle plus. Je me suis fait oublier et c'est très bien comme ça. » Vous, vous dites « OK, moi j'y retourne et avec un livre. » Pourquoi et pourquoi maintenant? Bien, c'est une excellente question. En fait, je pensais jamais avouer ou dévoiler, dénoncer qu'est-ce qui m'est arrivé. Je pensais mourir avec ça, l'apporter avec moi dans mon tombeau. J'étais très heureuse de ma vie tranquille. C'est sûr que, bon, j'avais parlé de mon passé aux hommes qui partagent ma vie, à mon conjoint antérieur. C'était important pour moi qu'ils comprennent qu'est-ce que j'ai vécu parce qu'avec un passé aussi lourd, même si on fait tout le travail sur nous-mêmes, on a tout le temps des cicatrices. Je peux pas faire croire que je suis normale, même si on se dit, mais qu'est-ce que la normalité? Il n'y a rien vraiment qui est normal. Mais je le sais que des fois, j'ai des réactions qui vont sortir de nulle part et je ne voulais pas que mon partenaire de vie sente que ça vienne de lui. Parce que c'est pas nécessairement de lui que ça vient. Donc, je leur avais raconté qu'est-ce qui s'était passé, mais à part de ça, j'étais anonyme et heureuse jusqu'au point où est-ce que le COVID est arrivé et j'avais
comme mon travail était à off, j'étais entraîneur d'une franchise Orange Theory Fitness. Donc, tous les studios d'entraînement, tous les gyms étaient fermés. On a été fermés longtemps. On a eu une des fermetures les plus longues et les plus sévères. Et moi, étant moi, j'avais besoin de rester intellectuellement stimulée. Et là, j'ai eu plus de place dans ma tête pour regarder ce qui se passait autour, reprendre des nouvelles du vélo. Et je suis tombée sur un cas où est-ce qu'il y avait 9 jeunes cyclistes qui s'étaient plaints contre leur directeur sportif d'abus verbal, d'abus sexuels, de harcèlement. Et la façon que le cas avait été traité par l'Union cycliste internationale, qui est comme le gouvernement des cyclistes, ça m'avait vraiment choquée. Et après ça, en fouillant dans les nouvelles, je me suis rendu compte que ça l'arrivait encore beaucoup dans le sport et que les femmes n'étaient jamais crues. Et que ça prenait 8, 9, 10 victimes pour être entendues. Et ça, c'est venu me chercher. Et encore une fois, c'est peut-être parce que j'étais pas aussi épuisée qu'à l'habitude. Avec une job à temps plein qui me prenait beaucoup de mon temps parce que c'était nouveau aussi. On venait juste d'ouvrir le studio, moi et mon ancien conjoint. Que là, l'idée a commencé à germer dans mon esprit. Et en 2022, j'ai été appelée à faire une conférence internationale sur l'antidopage. C'était une conférence en ligne. Il y avait plus de 1000 personnes au travers le monde et c'était tous des décideurs du sport. Et il m'est jamais passé par l'esprit qu'un journaliste québécois allait être dans l'audience que je ne voyais pas. Mais parce que l'audience était si importante, je me suis dit, je vais parler de mes abus sexuels et du rôle qu'ils ont joué dans ma prise de produits dopants. Anyway, c'est pas grave, il n'y a pas personne qui va s'en rappeler. Mais il y avait Simon Drouin, le journaliste à la presse, qui était bel et bien dans l'audience. Et on est amis Facebook. Et tout de suite après que la conférence soit terminée, m'a écrit sur Facebook, il m'a dit « Geneviève, il faut absolument que j'écrive un papier dans la presse sur ça. Est-ce que je peux t'appeler? » Alors, j'ai parlé à Simon et c'est comme ça que j'ai dénoncé, en fait, la totalité des abus que j'ai vécus. Et après ça, petit peu... Puis là, je fais un monologue, là, je suis désolée. Mais c'est comme si avouer ça à la population et me faire accepter, ne pas me faire dire que je suis une dégueu, une sale... toutes les idées que j'avais dans ma tête de comment les gens allaient me juger à cause de ça, j'ai vraiment pas reçu ça. Je n'ai reçu que de l'amour. Mais ça a bâti ma confiance un peu en moi. Et j'ai commencé à travailler avec SportAid, qui est un organisme à but non lucratif qui aide l'ensemble du milieu sportif dans des situations difficiles. Donc, travailler avec SportAid, parler un petit peu plus de mon histoire. Puis là, je me suis dit, finalement, il y a peut-être une raison pourquoi j'ai vécu ça. Pourquoi que c'est moi qui ai été choisie, même si je ne crois pas vraiment à ça. Pourquoi que c'était pas une autre petite fille qui a vécu ça. Pourquoi c'est moi. Pourquoi que je m'en suis si bien sortie? Peut-être que je peux utiliser mon histoire en tant que tremplin et en tant que pièce éducative, en fait. Donc, c'est ça. Voilà pourquoi que j'ai... Et ça paraît là, que je suis une autrice parce que j'arrête pas de parler. Non, mais j'allais dire bonne fin de soirée, tout le monde. C'est ça. On a pas mal tout ce qui était nécessaire. Phrase fleuve. Mais il y a beaucoup de monde qui n'ont pas lu le livre et moi, je vais vous dire, au-delà du contenu et tout ça, ce qui m'a vraiment étonné. Puis on va revenir sur l'histoire en tant que telle, mais sur le livre comme objet littéraire. Quand j'ouvre un livre biographique, je m'attends à apprendre des choses, mais je ne m'attends pas nécessairement à vivre une expérience littéraire, justement. C'est-à-dire découvrir une plume. Et c'est un petit peu ça qui est arrivé, et pas juste dans la qualité de la langue, mais aussi dans la structure du livre. On s'attendrait à commencer dans l'enfance, peut-être, dans un autre livre, là. Mais là, on est après les événements. Donc, le scandale qu'il y a eu au milieu des années 2005, on est dans un snack bar aux États-Unis. Elle travaille là, elle est propriétaire et elle plante un décor digne d'un film. C'est-à-dire qu'on le voit tellement bien et c'est surprenant parce qu'on est happé rapidement
non seulement dans son histoire, mais dans l'histoire, comme si c'était une histoire, et qui devient même par moments un trailer et tout ça. Expliquez-nous, ça va avoir l'air que je dise ça, là, mais j'ai une raison de dire ça. Expliquez-nous comment votre rapport à la musique a dicté déjà, on va dire, le début du livre. Oh mon Dieu. La musique, pour moi, m'a toujours accompagnée. Et je pense que je ne suis pas seule là-dedans. Des fois, on entend une chanson et ça nous ramène directement à un moment de notre vie. Donc, j'ai ponctué mon livre de quelques chansons qui ont été clés dans ma vie, que maintenant, encore aujourd'hui, quand j'entends, ça me ramène à cette place-là, à ce moment-là de ma vie, aux émotions que je vivais. Donc, oui, il y avait dans la scène d'ouverture, en fait, le deuxième chapitre, il y a une chanson qui jouait dans mon restaurant quand j'ai décidé de m'évader. Il a fallu que je me sauve vraiment comme dans un film. Et depuis ce jour-là, même si mon cerveau était en bouillie, que j'ai encore des éléments qui sont flous de ma fuite, j'ai cette chanson-là qui est bien gravée dans mon cerveau et à toutes les fois que je l'entends, ça me ramène à ce jour-là. Là, je vais vous ramener à ce que vous m'avez dit la semaine passée, OK? Parce que je t'ai trouvé ça extraordinaire. Il y a aussi le fait qu'on rentre direct dans l'action. Oui. C'est parce que vous dites que vous, là, une chanson, là... Oui. Oui, c'est vrai, j'ai dit ça. Une autre chose, quand j'écoute la musique, pour moi, c'est les premières 10 secondes qui comptent. J'écoute énormément de musique. J'aurais aimé ça être DJ dans une autre vie, mais je ne pense pas que j'aurais survécu au mode de vie. Je pense que c'était un petit peu trop extrême. J'ai quand même une personnalité qui aime le danger, qui aime l'aventure. C'était pas vraiment un bon milieu pour moi. Je m'en suis rendu compte assez vite. Mais j'écoute une chanson, c'est dans les 10 premières secondes, je suis pas accrochée, je passe. Je skip, jusqu'à temps que l'oreille me tique et j'ai le goût d'écouter plus. C'était important pour moi d'amener cette intensité-là dans mon écriture pour vraiment venir prendre les gens dans le premier chapitre pour qu'on soit intéressé, pour qu'on veuille continuer à lire. Donc, c'était ça, le but, c'est parti de la musique. Écoutez, c'est tellement déstabilisant, mais dans le sens fascinant, parce qu'au départ, c'est Geneviève, on le sait, mais c'est quoi ce snack bar-là? Il y a à peu près, ça doit prendre 2-3 chapitres avant qu'on commence vraiment à parler. Avant ça, c'est des petites allusions à des choses qu'on a entrevues à travers les années. Oui, il y a beaucoup de non-dits au début. On a le temps de rentrer comme si on rentrait dans une histoire. En tout cas, j'ai trouvé que c'était... si vous étiez enseignante, là, je suis sûr que les enfants ne décrocheraient pas. Une structure qui va du passé au présent et à l'inverse, aller-retour. Vous dites que le livre, en fait, parce que je vous avais demandé, quand on s'est parlé, comment vous l'avez imaginé, puis vous disiez, bien, dans le fond, c'était au fur et à mesure ce que le cœur avait le goût de dire. Puis c'est pas mal ça qui a donné le livre. Oui, parce que moi, j'avais énormément peur de me retrouver devant une page blanche et de m'asseoir et de ne pas être capable d'écrire, surtout sur des sujets aussi délicats. Revenir sur mon passé, même si j'avais fait, et je continue à faire un très grand travail personnel avec mon Gilbert, qui est mon thérapeute, qui est mon teammate. Je me suis dit, j'ai jamais écrit de livre de ma vie. Oui, j'aime écrire, mais de là à écrire un livre, donc je voulais pas m'enfermer dans un plan. Comme on apprend en secondaire 2 ou 3 quand on commence à faire des productions écrites à l'école, tu sais, on se faisait... là, je m'en souviens plus comment ça s'appelle, mais un petit squelette. Là, l'introduction, une introduction, les péripéties. oui, exactement, la conclusion à la fin. Là, je me suis dit, si je tombe là-dedans, là, à un moment donné, si j'ai la page blanche, je ne serais pas capable d'avancer. Donc, je vais y aller avec qu'est-ce que mon cœur me dicte. Si j'ai le goût d'écrire la scène du restaurant un mardi soir, je vais l'écrire. Si le lendemain, je suis 15 ans plus tard, mais là, c'est cette anecdote-là que j'ai le goût de raconter, je vais l'écrire. Je vais mettre une date, un lieu ou un petit titre pour me rappeler, pour ne pas me perdre dans la chronologie. Puis après ça, à la fin, quand je vais domper ça à l'éditrice,
On va tout remettre ça en place, là, c'est pas grave. Tu sais, je savais que j'avais du travail à faire à la fin. Mais quand mon éditrice a reçu Mélanie Roy chez K.O., elle a beaucoup aimé la structure. Puis, veux pas, mettons que les derniers 15 ans de ma vie sont beaucoup plus tranquilles que les années où est-ce que j'ai dû m'enfuir. Donc, la fin de mon livre était un petit peu plus calme. Donc, Mélanie a dit, « Jen, on va l'éclater encore plus. On va garder la tension dans tout le récit. Comme ça, les gens vont lire quelque chose de, tu sais, de très, très prenant. Ensuite de ça, on va avoir une petite pause. On va faire des retours en arrière où on va y aller dans le futur ou dans ton moment présent. Puis après ça, on va reprendre. Donc, on va garder l'intensité en montagne russe pour garder l'attention du livre. » Moi, j'ai appris des affaires dans le livre, là. C'est pas croyable. Entre autres, saviez-vous là, qu'enfant, elle n'aimait pas l'éducation physique? Et que le vélo, ça ne l'intéressait pas jusqu'à temps que, quasiment par hasard, elle embarque sur un vélo. Oui. J'ai toujours détesté les sports d'équipe. Je détestais aller marcher avec mes parents. J'étais très active. J'étais une petite fille pas hyper active. J'ai jamais été diagnostiquée de TDA, pas du tout. Mais j'avais besoin de bouger. Tu sais, j'étais très physique et encore aujourd'hui, beaucoup de mes émotions se passent dans mon corps. Et j'utilise mon corps, que ce soit danser chez nous tout seul, que ce soit marcher, faire du sport, si j'en ai besoin. Mais j'étais pas... Non, je suis tombée en amour avec le vélo parce que c'était le sentiment de liberté que ça m'apportait. Comme elle l'a dit dans le livre, à partir du moment où elle a commencé à pédaler, elle a pu arrêter. Oui. Donc, vous avez été dédié à votre sport. Vous avez foncé, vous vous êtes dépassé quasiment à l'extrême. Est-ce que dès l'enfance, dès le début de votre vie, vous aviez ce niveau d'exigence-là ou c'est venu en cours de route? Je pense que je l'avais à la base, mais il a été exacerbé parce que j'ai rencontré mon entraîneur. Donc, en anglais, on a nurture and nature. C'est les deux concepts qu'on se dit, est-ce qu'on est avec des certaines qualités? Est-ce que c'est naturel? Est-ce qu'on est comme ça parce qu'on est né comme ça ou c'est l'environnement qui nous forme? Moi, je pense vraiment que c'est une combinaison des deux. Peut-être que si j'étais tombée avec un entraîneur qui était différent, je me serais exprimée de façon différente. Donc, oui, j'avais une certaine exigence quand j'étais jeune. Même ma mère me conte des histoires. J'avais des cahiers à colorier. J'en avais un qui était parfait. Je dépassais pas les lignes. Tout était beau. Puis ça, j'avais 4-5 ans, là. Puis j'en avais d'autres où est-ce que, quand c'était une de mes petites amies qui venait à la maison et que j'étais pas trop certaine de comment qu'elle coloriait, je voulais pas qu'elle cochonne mon cahier, j'y prêtais un vieux cahier pour voir si elle barbouillait. Elle touchait pas à mon beau cahier. Fait que, tu sais, j'étais exigeante envers moi et envers les autres. Mais je pense qu'à la rencontre de mon entraîneur, ça l'a explosé de plus, là. Mais probablement que son père avait senti ça parce que, parlez-nous du... On l'a dans le livre aussi, là. Donc, parlez-nous du contrat qui a passé avec vous au primaire. Vous aviez quel âge? Oui, j'avais 7 ans. Oui, c'est ça qui arrive. 7 ans, l'âge de la raison. Je sais pas si on devrait dire ça parce que, mon Dieu, on est minuscule à 7 ans, là, on est des enfants. Mais mon père, oui, il m'avait fait signer un contrat pour dire que j'allais donner le meilleur de mon effort dans qu'est-ce que je faisais. Et c'est quand même bien, tu sais, c'est important l'effort, c'est important de se donner à 100%, mais probablement avec ma personnalité, je l'ai pris vraiment littéralement et je me suis dit, parfait, je vais être la meilleure partout. Et après ça, mon père me donnait 100 $ quand j'avais 100% dans un examen. Fait que je suis devenue une enfant riche très rapidement. Mais tu sais, c'est ça, là. Donc, pour en revenir à ce qu'on disait avant, est-ce que j'avais cette exigence-là définitivement? Est-ce que ça l'a été porté à un autre niveau dans les mains d'une personne qui en a abusé? Oui aussi. Ouais. On va écouter un premier extrait du livre La Cassure, Élisabeth Sirois, Lily Thibault. À vous.
Le lundi suivant le camp de Lake Lure, je suis de retour à l'école. Lorsque les classes sont terminées, je pars retrouver A à son bureau de la polyvalente à la Chine. La salle des professeurs d'éducation physique se situe au 2e étage du bloc sportif, avec sa grande baie vitrée donnant sur le gymnase. Lorsque j'y entre, tous les autres professeurs sont partis. Sans avertissement, A m'emporte loin de la baie vitrée, me colle contre le mur, me prend dans ses bras et m'embrasse avec un tel élan que je ne peux pas l'arrêter. Je fige. Je ne comprends pas ce qui se passe, mais il y a un côté de moi qui pense que je dois être vraiment très spécial pour qu'un homme de 41 ans m'embrasse, moi, une fille de 15 ans. L'intensité de son regard me rend mal à l'aise et je ne sais pas comment l'interpréter. Je ne l'ai jamais vu avec des yeux comme ceux-là. « Geneviève, me dit-il, je suis en amour avec toi. J'aime plus ma femme. C'est avec toi que je veux être. Si tu me quittes, je vais me suicider. » Je ne l'ai jamais trouvé de mon goût, mais c'est vrai que je me suis ennuyée pendant la semaine où il était parti. Est-ce que ça veut dire que je suis en amour avec lui? Est-ce que c'est ça, l'amour chez les adultes? Mon intuition me dit qu'il y a quelque chose d'anormal là-dedans, mais je choisis de ne pas l'écouter. Je ne serai jamais capable de vivre le reste de ma vie avec son suicide sur la conscience. En plus, c'est sûrement de ma faute. Dans le vif de la situation, je décide que la meilleure solution pour qu'il me laisse tranquille, c'est de cacher tant bien que mal mon malaise et d'accepter ses caresses pour qu'il ne se fâche pas. Une fois qu'il a terminé, il me prend par la main, m'assoit sur lui et place mes bras autour de son cou. Il me parle de l'avenir qu'il imagine pour nous deux, jusqu'à ce que mon père, inquiet, vienne cogner à la porte de la salle des professeurs à 21h. Une chance que j'étais plus assise sur ses genoux. Je suis soulagée d'enfin pouvoir partir, mais terrifiée à l'idée que mon père me questionne, apprenne ce qui s'est passé, me chicane et m'interdise de continuer le vélo. En plus, je me demande si j'ai pu lui donner l'impression que je suis en amour avec lui. Il vaut mieux que j'en parle à personne, même pas à mes amis. Peut-être que ça n'arrivera plus jamais. Le surlendemain, la température est exécrable. Il pleut à grosses gouttes, il fait 10 degrés. J'ai une sortie de 2h30 au programme. J'espère fortement que mon entraînement sera annulé, mais non. A vient me chercher à la maison à vélo, comme prévu, pour partir vers l'ouest de l'île et faire la boucle de Senneville. Je suis nerveuse à l'idée de le revoir et j'ose pas lui parler de l'inconfort que je ressens depuis lundi. Si je lui dis que j'ai pas aimé ça, que je l'aime pas comme il m'aime, qu'est-ce qui va m'arriver? Est-ce qu'il va être fâché? Est-ce qu'il va me faire mal? Est-ce qu'il va vraiment se suicider? Est-ce qu'il va me dire que je suis juste une agace et qu'il veut plus être mon entraîneur? A sonne à la porte. Je descends au garage chercher mon vélo. Je sors le rejoindre. Il a le même air que d'habitude, prêt à s'entraîner sérieusement, comme si rien n'était arrivé la dernière fois que nous nous sommes vus. Son attitude familière me fait douter de moi-même. Comment peut-il être si normal? Est-ce qu'il m'a vraiment embrassé et dit tout ça? Est-ce que j'ai rêvé? Mais je décide de faire comme si de rien n'était, moi aussi. Comme ça, au moins, je vais pouvoir continuer à m'entraîner. L'averse est incessante et après 15 km, je suis gelée de la tête aux pieds. Je ne sens plus mes doigts et je ne peux plus changer mes vitesses. A me propose qu'on s'arrête chez lui, à Sainte-Anne-de-Bellevue, pour faire sécher nos manteaux et nos gants, nous réchauffer un peu et repartir vers la Chine ensuite. Nous avons déjà roulé sous la pluie à plusieurs reprises et il n'a jamais proposé de faire une pause au beau milieu d'un entraînement. Alors je trouve son plan un peu bizarre, mais je suis tellement frigorifiée que l'idée de me réchauffer un peu me soulage. Je suis déjà allée chez lui à quelques reprises lors de sorties à vélo à Rigaud ou en ski de fond, au parc Les Forestiers de Saint-Lazare, mais je suis jamais restée bien longtemps. Juste le temps de voir le garage et la salle de bain au rez-de-chaussée. Je suis quand même curieuse de savoir comment sa femme et lui vivent. Nous rentrons par le garage, puis nous accédons à la cuisine. Une fois dans la maison, je constate que c'est le bordel. Sa maison est sale. La machine à café est croûtée. Le café du matin est encore dans la carafe. Le plancher de bois est jonché de graines de toast. Le grille-pain est crasseux.
La vaisselle de la veille traîne encore dans l'évier, et que dire de la cuvette et du lavabo de la salle de bain, tous les deux tachés. C'est vraiment différent de chez moi, où tout est toujours propre, bien rangé. Je comprends pas comment font les gens pour vivre dans un tel désordre. Je sais pas pourquoi, mais ça me met mal à l'aise. C'est comme si la maison de A était une fenêtre sur ce qui se passait dans sa tête et que j'allais bientôt y découvrir tout un merdier. La laveuse et la sécheuse se trouvent au sous-sol, alors j'enlève mon manteau, mes gants et mon maillot pour les donner à A dans la cuisine. Je reste en sous-vêtements de sport, une serviette enroulée autour des épaules pour me réchauffer. Quand il remonte, A m'agrippe par le poignet et me traîne à l'étage avec une force qui me paralyse. Une fois dans sa chambre, il m'ordonne d'enlever mes cuissards et ma brassière. Son intonation est tellement agressive que j'obéis sur le champ. Maintenant qu'il a le contrôle sur moi, il s'adoucit aussi rapidement qu'il s'est emporté et il me regarde maintenant comme si j'étais un bijou précieux. Je comprends vite ce qui va se passer. Et même si cette constatation me fait trembler, ce qui me dégoûte le plus, c'est de me retrouver toute nue à me faire tripoter dans ses draps. C'est que je vais entrer pour de bon dans sa vie sale. J'ai 15 ans. Ce qui me hante le plus pendant et après ce jour-là, c'est pas le viol lui-même. Pendant que ça se passe, c'est insoutenable physiquement, mais je sais qu'il y aura une fin à l'inconfort. Ce qui me traumatise, c'est d'assister à son changement drastique de comportement, de le voir passer de la violence à l'envoûtement. C'est de me rendre compte que mon impuissance contre sa force, c'est d'être prise au piège sans pouvoir me sauver, sans pouvoir me sortir de là et devoir subir ses gestes contre mon gré. C'est de comprendre, pour la première fois, que ma vie ne tient qu'à un fil et d'avoir la certitude que s'il décide de me tuer, je ne pourrai pas me défendre. Merci. C'est une chose de décider de raconter son histoire, même si elle inclut des choses, des épisodes comme ça. C'en est une autre de le faire, raconter son histoire avec les épisodes. Est-ce qu'il y a des moments durant l'écriture où vous vous êtes dit « Ouf, pas sûr que je vais y arriver, celle-là ». Non, je pensais que je savais que j'allais y arriver, mais j'étais nerveuse de me dévoiler autant. Je me suis sentie tout nue devant les gens avec le récit pendant de nombreux mois. Mais là, ça va. L'épilogue que j'ai écrit, le dernier chapitre du livre, a été pour moi très facile à écrire. C'est sorti facilement, mais encore plus terrifiant parce que là, je lève le couvercle sur toute une autre canne de verre qui est très tabou encore. Mais pour répondre à ta question, je savais que j'allais passer au travers, mais je me sentais extrêmement fragile, extrêmement exposée. Encore aujourd'hui, en fait. Et là, c'est quand même quelque chose, hein, vous comprenez, d'entendre aussi la chose lue en public, c'est quand même toute une expérience. Le nom de votre entraîneur est connu. Ceux qui ne le connaissent pas, c'est facile à trouver sur Internet. Mais vous avez choisi que dans le livre, il s'appelait A, comme la première lettre de l'alphabet. Donc, tout simplement A. Pourquoi? Parce que j'ai plusieurs... En fait, la première raison, là, c'est que j'ai plusieurs amis qui partagent son prénom. Et c'est des hommes extraordinaires. Je ne voulais pas qu'ils lisent le livre en lisant leur prénom à toutes les fois, que ça soit associé à autant de violence et de tristesse. Et en plus de ça, moi, je me disais... Faire et taper là, les 4 autres lettres qu'il y a après son nom, je perds des secondes à toutes les fois que je fais ça. Il ne mérite pas autant de temps. Et je dois dire que mon intuition était vraie parce que
Est-ce que vous connaissez l'auteur Pierre Lemaitre, qui a écrit Le Grand Monde et maintenant, il y a 4 livres. J'ai lu les 3 premiers. Là, j'attends le 4e à ma bibliothèque. Le personnage le plus haïssable du livre, elle s'appelle Geneviève. Et c'est la première fois de ma vie que je lis un livre, une série, pas juste un, là. Je vais en avoir 4 livres avec une Geneviève que je veux taper. C'est vraiment pas le fun. Fait que je suis contente de ne pas avoir écrit son nom au long. Quand on n'a pas vécu la violence ou une forme de violence et qu'on entend une personne qui a été aux prises avec ça pendant des années, on a parfois le réflexe de dire, ben voyons donc, ça se peut pas. Pourquoi il est resté, etc. Et c'est une des choses extraordinaires dans ce livre-là. J'ai l'air d'être en train d'essayer de vous le vendre, là, mais je le dis sincèrement, c'est que, puis vous l'avez entendu un petit peu, on a accès au chemin dans la tête de Geneviève. Qu'est-ce qui fait qu'à ce moment-là, la première fois qu'elle se fait taper, qu'est-ce qui fait que ça finit par prendre un sens dans sa tête, puis que, non, mais c'est correct, tu sais, ça va être correct, il y a une raison à ça, c'est correct. Et comment, finalement, on est rendu des années plus tard et c'est encore là. Donc, la violence, mais aussi la séquence où elle explique la première fois où il y a eu une prise de drogue pour son sport. Là aussi, on comprend. On se rappellera aussi qu'elle était très jeune. Hein? On comprend que, bon, ben, OK, dans les circonstances, puisque tout le monde a l'air d'accord, on va faire ça. Donc, c'est, à mon sens, le livre devient presque, on le dit beaucoup, là, faire œuvre utile. Là. Ça devient aussi très utile parce que le chemin où ces choses-là peuvent devenir possibles tout d'un coup dans la tête de quelqu'un sont extrêmement clairs dans la façon dont vous le racontez. Donc, ne serait-ce que pour ça, je vous remercie beaucoup. Il l'a dit, eh bien, elles l'ont dit pour lui. Je pense que c'était pas mal sa phrase maîtresse, ça. Si tu t'en vas, bien, soit si tu t'en vas, je te tue, puis après je me suicide, ou alors, si tu t'en vas, je me suicide. Ça a été pas mal le truc central. Là. Oui, c'est les premières menaces qu'il m'a dites. Et c'est ce qui est resté avec moi le plus longtemps. C'est pour ça aussi que je suis restée au début, que j'ai accepté tout ça. Là, c'est sûr qu'à 45 ans, avec, mon Dieu, 20 ans de thérapie, je le sais que même quelqu'un qui... Là, c'est triste ce que je vais dire, puis je suis pas psychologue, mais on peut pas être la raison que quelqu'un se suicide. C'est vraiment un geste personnel. Là, moi, je sais ça à 45 ans, mais à 15 ans, c'est comme si j'avais grandi avec ça. Et la violence que je vivais était réelle. Donc, quand il menaçait de me tuer, ça pouvait très bien arriver. Donc, j'essayais de m'acheter du temps dans tout ce que je faisais. Quand je gagnais, quand je perdais des courses, je me faisais battre. Il y a plusieurs personnes qui pensent que j'ai gagné parce que j'étais la compétitrice, que je voulais écraser tout le monde. C'était pas du tout ça. Je gagnais pour m'acheter du temps de paix, où est-ce que je savais qu'il allait être content pour 1 heure, 4 heures, une journée, 2 jours. Ça variait tout le temps. Mais je savais que j'allais avoir un moment de... j'ai pas besoin d'être hyper vigilante pour cette période de répit-là. Mais oui, la menace de suicider ou de me tuer ou de me retrouver, même encore aujourd'hui, des fois, je me dis, mon Dieu, c'est ridicule à dire, mais j'ai encore peur qu'il envoie quelqu'un après moi. Tu sais, je me retrouve dans des places publiques, puis j'ai besoin d'avoir un mur en arrière de moi quand je suis dans un restaurant. Je veux voir la porte. Tu sais, j'ai besoin de regarder. J'étais dans le bureau aujourd'hui au travail, puis je m'assois tout le temps quand j'ai des rencontres à faire. Je fais dos au corridor, mais de la façon que le bureau est fait, il y a des tiroirs ou des armoires vitrées. À toutes les fois, il y a quelqu'un qui passe, je regarde. Juste pour être certaine, c'est des mécanismes qu'on apprend quand on doit survivre, quand on est très jeune, puis quand on vieillit avec ça, qui restent. Tu sais, c'est particulier. Là, quand je m'en rends compte, je me dis, mon Dieu, Jen,
sais, t'es plus là, mais la peur reste. Vous l'avez entendu, ce qui est raconté est dur, parce que ce qui a été vécu est dur. Il y a un moment, je ne sais pas pourquoi, mais il y a un truc qu'il vous dit, et ça m'a saisi. À un moment donné, pour vous rabaisser, il vous traite de tricheuse. Est-ce que ce n'est pas le comble de l'ironie, cette maudite affaire-là? Ben oui. Écoute, tous les moyens étaient bons pour me garder sous son emprise. Encore une fois, là, je dis ça avec mes yeux de 45 ans, pas avec les yeux de la jeune femme qui était là dans cette situation-là. Mais oui, je peux voir pourquoi que ça te saisit. Je me souviens à l'époque, vous vous souvenez peut-être du film La Petite Reine. Et le film est sorti et ce qu'on disait le plus, c'est c'est pas dit, mais c'est l'histoire de Geneviève Janson. Mais on sait bien que c'est l'histoire de Geneviève Janson, mais c'était pas dit, elle s'appelait pas Geneviève. Mais là, je me suis toujours demandé comment elle avait reçu l'arrivée de ce film-là. Mais ce que j'avais pas compris, c'est que vous avez participé on vous a invité à participer au début de cette aventure-là. Oui, en fait, j'ai été impliquée dans presque tout le processus. J'ai bien sûr donné 4 jours de témoignage devant caméra pour que Alexis Durand-Brault, le réalisateur, puisse commencer à monter son histoire puis à écrire un scénario et tout ça. Il y avait un premier scénariste avec qui ça n'a pas fonctionné. Ensuite, c'est sa conjointe Sophie Lorrain qui a pris l'écriture du scénario avec une autre fille qui s'appelait Catherine, son nom de famille. Oui, voilà, Catherine Léger. Ont fait une super bonne job. Ils m'ont consulté sur le scénario pour aller vérifier certaines... Même s'ils ont fait une fiction, ils ont adapté mon histoire. Il y avait certains faits qu'ils voulaient vraiment comprendre. Alors, j'ai pris du temps avec eux. Et ensuite de ça, on m'a donné vraiment une petite job d'assistante au réalisateur pendant tous les jours de tournage. Donc, j'ai pu voir, en fait, le jeu des acteurs, comment c'était fait. Et ça a été très bénéfique pour moi parce que je me suis dissociée de ça. C'est comme si, oui, c'était mon histoire, mais pas tant. Puis de voir les scènes se faire reprendre, puis, tu sais, les fous rires qu'il y avait sur le plateau et tout ça, c'est comme si c'était une entité à part entière, le film. Que c'était pas moi, que c'était à l'extérieur de moi. Et quand le film a été sur le marché avec la première et tout, j'étais invitée, j'étais là, j'ai participé aux festivités, mais j'étais quand même détachée de toute cette histoire-là. Puis aujourd'hui, avec le livre, c'est sûr que c'est différent parce que c'est mes mots que j'ai mis sur papier et c'est une de mes plus grandes victoires de ma vie, d'être capable d'avoir transposé ma pensée dans des mots qui peuvent rejoindre un public de tout genre. Mais je suis quand même détachée de mon livre. Il vit sa vie dans le monde maintenant. J'imagine que j'ai pas d'enfant, là, mais ça doit être comme ça quand on a un enfant et que l'enfant devient adolescent et adulte. On est toujours attaché, mais... Ah, pas toujours. Il y a un moment donné, ça fera. Mais non, je m'excuse. Oui, je suis d'accord avec vous. Et donc... Les comédiens, Laurence Leboeuf qui jouait la cycliste et Patrice Robitaille qui jouait son coach, ont pu discuter avec vous. Oui, on s'est rencontrés. J'ai discuté beaucoup avec Laurence. C'est sûr que Laurence ne voulait pas adopter mon langage, mon body language, tout ça, parce qu'elle elle devait jouer Julie Arsenault dans le film. Elle devait incarner Julie qui était différente de Jen. Mais on a définitivement eu des bonnes discussions. Malgré votre présence, ça reste quand même une fiction inspirée d'eux. C'est pas comme ça que les choses se sont totalement passées. Non, c'est pas biographique. Si jamais on revoit le film, là, on va écouter un deuxième extrait, toujours tiré du livre, La cassure. En janvier 2007, je reçois un appel de Daniel Larouche, mon relationniste, m'annonçant qu'Alain Gravel, un journaliste de Radio-Canada, veut m'interviewer dans le cadre de l'émission Enquête pour savoir ce que je suis devenue 1 an après mon test positif.
sais, Jen, si tu as quelque chose sur le cœur, si tu veux boucler la boucle, je crois que c'est ta chance avec Alain. T'en auras pas 10 comme celle-là pour t'expliquer. Daniel a toujours choisi de me croire, même s'il doute de mes propos. Il m'a toujours respecté dans mes décisions, m'a toujours soutenu. Il ne m'a jamais posé de questions tordues pour me tirer les verres du nez. Ma petite voix m'assure à répétition qu'il veut mon bien. J'ai besoin de temps pour y réfléchir. Je ne sais pas du tout quel récit exploiter. Avouer et risquer de dévoiler les agressions ou continuer à nier et garder mes secrets jusque dans ma tombe. Depuis mon test positif de 2005, je me cache des journalistes jusqu'à ce que je décide de parler à Alain. Lors de nos premières rencontres en personne, je commence par clamer mon innocence. Une partie de moi veut avouer le dopage immédiatement, mais je suis horrifiée à l'idée de devoir creuser jusqu'aux agressions sexuelles. J'ai encore peur que A envoie un tueur après moi. Je suis bouleversée à l'idée de faire de la peine à ma famille et je ne veux pas me faire poursuivre en justice par mes commanditaires. Continuer à mentir semble encore être la meilleure façon de me protéger. Alain et son équipe viennent 3 fois à Phoenix pour m'interviewer. Même si je m'efforce de garder mon masque de dur à cuire bien en place, mon armure commence à craquer. Plus je continue à mentir, plus je me rends compte que ça n'a aucun sens. Je termine les entrevues déçue de moi-même. Je me sens coupable et inauthentique. Pourtant, lorsque j'ai pris la fuite quelques mois plus tôt, je me suis jurée d'être la plus sincère possible avec moi-même et avec les autres. Greg est le seul qui connaît mon histoire au complet. Et même s'il sait que je participe à des entrevues sur mon passé, il ne me donne pas son opinion. Je ne la lui ai pas demandée. Quand je finis par le consulter, il me pose quelques questions avec douceur. Il me fait réfléchir à l'avenir que je veux bâtir et à la personne que je désire devenir, tout au fond de moi. Il me rappelle aussi qu'il est important de briser la chaîne du traumatisme. Pour ce faire, je sais qu'il n'y a qu'une seule option, dire la vérité. Aujourd'hui, en écrivant ce livre et à l'occasion de d'autres entrevues où je suis appelée à me remémorer des souvenirs très douloureux, mon corps se souvient et me ramène toutes les émotions ressenties en 2007 lors de la diffusion des 2 épisodes d'Enquête. La science a fait des bonds de géant en ce qui concerne l'étude des traumatismes et dans ma quête personnelle pour comprendre leurs effets sur moi, j'ai commencé à m'y intéresser de plus près. Au fil de mes recherches, j'ai compris que les traumas vivent dans notre système nerveux. Celui-ci ne tient pas compte du temps ou des années. Même si l'incident s'est produit il y a plus de 20 ans, lorsque nous replongeons dedans, le choc est immédiat et toutes les émotions rattachées à cet événement peuvent réapparaître. Avouer le dopage à Alain Gravel devient la première décision que je prends comme adulte à 25 ans. Une décision ancrée dans mon désir de vérité et dont l'unique objectif est mon bien-être. Les décisions que j'avais prises par moi-même jusqu'à maintenant avaient toutes été pour assurer ma survie ou en réaction à un événement négatif. Je comprends tranquillement que la seule façon d'améliorer mon estime de moi est de prendre des décisions incarnées dans des actions. Le premier pas est le plus difficile à faire. Ensuite, je dois seulement être tenace. Et tenace, asti, je le suis. En août 2016, mon ami journaliste et cycliste compétitif Jean-François Racine me passe un coup de fil. Il cherche le nom de mon ancien entraîneur en ligne périodiquement parce qu'il est certain qu'il fera un jour surface pour une autre histoire de violence. C'est ainsi que Jean-François m'annonce que A s'est fait arrêter par la police pour avoir agressé violemment sa nouvelle épouse à l'intérieur de leur résidence. Il a fait venir le rapport de police du bureau du shérif de Maricopa en Arizona, ou VIA, pour comprendre ce qui s'est passé et a écrit un article dans le Journal de Québec à ce sujet. Aussi bizarre que ça puisse paraître, je suis soulagée d'apprendre cette nouvelle. Parce que ça confirme que je n'ai pas rêvé tout ce que j'ai vécu. Que je ne me suis pas fait agresser pendant toutes ces années parce que je suis une mauvaise personne ou parce que je le méritais. Les hommes comme lui ne cessent jamais d'être violents ni de manipuler. Je suis aussi bien sûr bouleversée et horrifiée pour sa femme américaine. Personne ne doit avoir à vivre dans une situation de violence conjugale. La situation m'a poussée à me questionner sur la raison pour laquelle je ne l'ai jamais poursuivi en justice.
Quand je me suis sauvée, j'avais beaucoup trop peur qu'il s'en prenne à moi pour le faire. La seule chose que je voulais, c'était l'avoir hors de ma vie à jamais. Et sérieusement, je n'avais pas assez confiance en moi pour faire face au système judiciaire. Des témoignages que j'ai reçus d'autres personnes qui sont passées par ce processus me portent à croire qu'il peut réactiver des traumatismes. Les investigateurs n'ont pas tous été formés sur la bonne manière de mener un interrogatoire avec une victime et ne sont pas tous respectueux dans leur façon de poser des questions, qui sont souvent accusatrices. Les victimes d'agression restent souvent dans un silence de plomb parce qu'elles ont la même réflexion que moi dans les années 2000. Elles pensent qu'elles méritent d'être agressées. Elles minimisent ce qu'elles vivent plutôt que d'aller chercher de l'aide pour reprendre le contrôle de leur vie. Si vous pensez, comme je l'ai pensé, que vous êtes folle, vous ne l'êtes pas. Vous êtes traumatisée. Et c'est mon devoir de victime, de survivante et de guerrière de faire tout mon possible pour briser ces tabous. Merci. Alain Gravel, avez-vous gardé contact avec lui après? Est-ce que quand la cassure est sortie, vous vous êtes parlé? Oui, on s'est parlé. On a eu une grosse discussion, en fait. On a gardé contact toutes ces années-là. Je vais encore souper chez lui. Je le considère encore comme mon ami, même s'il a dit pendant plein d'années qu'il ne serait pas mon ami, qu'il n'était pas mon ami. C'est pas parce qu'il ne m'aimait pas, mais c'est parce que, bon, il est encore très présent dans le milieu journalistique. Ça prenait cette distance. Exactement, ça prenait cette distance-là, voilà. Je lui en ai voulu à Alain pendant longtemps parce que... Ben, en fait, deux choses. Je l'aimais et je vais l'aimer à l'infini parce qu'il m'a donné cette nouvelle vie-là. Il m'a permis de dévoiler un secret. Mais en même temps, j'avais l'impression que j'avais demandé plus son aide. J'étais tellement en détresse. Dans ces moments-là, je lui avais parlé de la violence sexuelle que je vivais, mais j'avais l'impression, moi, que je lui avais vraiment demandé de l'aide sans l'avoir fait. Parce que j'étais encore Geneviève très game face, très athlète, très en contrôle de mes moyens. Et j'ai encore cette air-là des fois. Des fois, je peux être extrêmement difficile d'approche parce que j'ai un visage sérieux puis je suis dans ma tête, je suis en train de penser à quelque chose, même si à l'intérieur, je m'effondre. Donc, je pensais qu'il savait ou que je lui avais clairement exprimé mon besoin et qu'il ne m'avait pas aidé. Donc, en octobre passé, j'étais allée souper chez lui et on a eu la discussion. Et il me l'a dit, il dit, Geneviève, tu sais, si j'avais pensé une seconde que tu étais si en détresse, comment tu te sentais à l'intérieur, c'est certain que je t'aurais aidé, tu sais. Et on a eu vraiment un cœur à cœur sur ça. J'ai compris son point de vue. Bien sûr, il a compris le mien. Et ça l'a clairé beaucoup de choses que, même si je l'aime inconditionnellement, Alain, que je comprenais pas pourquoi il avait rien fait. Mais il en a fait des choses. Il y a un chapitre au complet dans son livre qui parle des abus que j'ai vécus. Et je l'avais pas dénoncé à ce moment-là. Donc, tu sais, des fois, on pense bien communiquer, on pense être clair, on pense être tout, mais on ne l'est pas ou on ne l'est pas assez ou on ne pose pas les bonnes questions quand on reçoit ce témoignage-là. C'est quand même... la communication entre êtres humains, c'est complexe. T'sais, mais oui, on est en très bons termes. J'aime Alain. On va faire un hashtag. J'aime Alain. Imaginez quand même, on en parle dans l'extrait qu'on a entendu, mais elle a eu plus de difficultés à avouer qu'elle a été abusée qu'à prendre des produits dopants. Et ailleurs, vous avez dit... Je préférais que mon identité soit associée à une tricheuse et une menteuse d'avoir pris des produits dopants que mon identité soit associée à une victime d'abus sexuels. Oui, mais vous avez aussi dit, j'ai grandi oui.
dans un endroit où si tu étais violé, C'était de ta faute. c'était de ta faute. Ouais. On ne fera pas une thèse, là, mais est-ce que c'est encore ça aujourd'hui? Ouh, je pense qu'on a fait du progrès, mais je pense notre premier réflexe, c'était, mais qu'est-ce que la fille a fait pour aller chercher ça? C'est encore un petit peu comme ça, je crois. On a encore du chemin à faire. Voilà. OK. Quand vous revenez au Québec après tout ça, parce qu'il y a les années américaines après la carrière, je sais même que la première fois, vous revenez quasiment en cachette parce que vous ne voulez pas que... c'est difficile de se trouver un emploi quand on a un nom qui est associé à une bombe médiatique. À l'époque, oui. Si j'étais revenue immédiatement après mes aveux à Alain Gravel, je pense que j'aurais eu beaucoup de difficultés à faire ma place. Est-ce que c'est dans ma tête ou est-ce que c'est réel? Je ne le saurai jamais parce que j'ai décidé de rester aux États-Unis. Je suis restée aux États-Unis jusqu'en 2012. Je suis revenue à 31 ans. Mais encore aujourd'hui, puis les gens ont droit à leur opinion. Moi, je suis pas... ça m'appartient pas. Tout le monde a droit à leur opinion. Mais il y a encore des commentaires qui vont dire « Mais pourquoi vous lui donnez une tribune? C'est une tricheuse et une menteuse. » J'ai déjà lu des commentaires qui disaient « Ben c'est vraiment la première fois de ma vie que j'entends quelqu'un utiliser un viol pour se cacher du dopage. » Donc, c'est encore là. Est-ce que ça m'affecte? Là, c'est sûr que je vous en parle, ça a l'air de m'affecter, mais pas du tout. Je reçois plein d'amour. Moi, je ne l'ai jamais vécu en face à face. Il n'y a jamais personne qui est venu me dire ça, me cracher ça au visage. Mais je pense que si j'étais revenue en 2007, j'aurais eu plus de difficultés et je n'étais pas prête. C'est ça, c'était un cheminement personnel. Dernier extrait de La cassure, à nouveau, Élisabeth Sirois et Lily Thibault. Paul et moi, nous nous séparons à mon retour du Mont Ventoux en mai 2023, après 6 belles années de vie commune. C'est ma décision. J'y réfléchis depuis quelque temps et je ne veux pas attendre qu'une chicane explose pour lui dire que je dois poursuivre mon chemin en avançant seule. Quand il m'a rencontrée, j'étais une femme effacée et encore honteuse de mon passé, une version très diluée de la personne que je suis devenue à ses côtés. La vie m'a envoyé mon cher Paul pour me réveiller et me faire reprendre la place qui est la mienne. J'ai recommencé à faire du vélo avec lui. Je me suis sentie chez moi pour la première fois grâce à lui. Ce n'est pas rien. Je me suis sentie assez en sécurité pour vouloir me poser à un endroit. Nous avons acheté des meubles, décoré l'appartement à notre goût et nous avons adopté Ranger, mon chien. C'est normal et même banal décorer un appartement. Mais avant de le rencontrer, à part peut-être donner un coup de pinceau, j'avais toujours refusé de le faire. Ses encouragements et son amour m'ont donné un plancher stable pour prendre de plus en plus de risques, pour découvrir qui je suis. Au fil de notre relation, j'ai énormément évolué et aujourd'hui, Paul mérite une femme qui est prête pour la stabilité qu'il espère dans sa vie. Pas une fille en constante quête de liberté, pas une fille qui veut briser les stéréotypes de la société, pas une fille qui désire explorer les limites de son potentiel à tout prix. Nous travaillons toujours ensemble et je suis fière de dire que nous sommes d'excellents amis. Ça prend 2 personnes fortes pour assumer leur histoire et décider que leur vie est plus riche quand l'autre est dedans, même si les rôles ont été redéfinis. Je n'aurais pas pu m'émanciper autant sans Paul et je garderai toujours une place spéciale pour lui dans mon cœur. Je ne peux pas m'empêcher de repenser à ce que la tireuse de cartes m'avait prédit jadis. N'aie pas peur des hommes. Ce sont des hommes de tête qui vont t'aider à te reconstruire. Paul est de cette trempe-là. Jusqu'ici, dans l'histoire, il y a encore des fragments de la première Geneviève qui erre, et je tombe face à face avec certains d'entre eux plus souvent que je ne l'admets.
Mais le jour où je décide d'arrêter de me mettre la tête dans le sable et de dénoncer tout ce que m'a fait traverser mon entraîneur, je sens un immense shift opérer. Et une fois de l'autre côté du miroir, je rencontre finalement mon alter ego et découvre que j'aime qui elle est. Je n'aurais jamais cru que révéler mon plus gros secret au monde entier ferait exploser la limite que je me suis inconsciemment fixée. Comme le phénix, je renais de mes cendres et j'ose prendre la place qui me revient. L'oiseau de feu prend son envol. Pour guérir, je ne peux pas suivre les règles, suivre à la lettre les étapes qu'on apprend dans le bureau du psy. Ce qui m'est arrivé n'a absolument pas suivi les règles de la vie. Les soldats aussi apprennent les stratégies de guerre dans des livres, dans les mises en situation à l'entraînement, mais la guerre, elle, se fiche de la théorie. Pour survivre, les soldats ne peuvent pas toujours suivre le plan. C'est aussi mon cas. À 42 ans, je commence mon ère amie de fille. Enfant, j'entretenais seulement des amitiés féminines, mais après le viol, je me suis refermée sur moi-même. Les années qui ont suivi, j'avais plus de facilité à fraterniser avec les garçons. Je les trouvais plus simples, moins pleurnichards, moins menaçants. J'évitais tout contact avec mes émotions et être amie avec un gars sportif me gardait dans ma zone de confort. Je me tenais à l'écart des femmes qui, en général, étaient beaucoup plus intuitives et introspectives, des qualités que je n'assumais pas. Au cours de mon cheminement, je me suis rapprochée de mes émotions. Maintenant, je suis de plus en plus à l'aise de les porter sur ma peau à la vue de tous. Sans m'en rendre compte, des femmes fortes, mais douces, ambitieuses, aimantes et généreuses sont entrées dans ma vie. Devant l'énergie féminine, je me sens parfois totalement coincée avec moi-même, mais j'apprends, j'observe, j'enregistre. Grâce à mes amis, je me sens plus femme dans tous les sens du terme que je ne l'ai jamais été. Je trouve ça extraordinaire. Merci. Donnez-moi encore quelques minutes avant qu'on passe vers vous. Il y a cette phrase-là au début du livre, citation de Marguerite Duras, « Très tôt dans ma vie, il a été trop tard ». Il y avait cette idée-là quand vous pensiez à vous enfuir à l'époque. Et si je n'aimais pas la Geneviève que je vais découvrir après, celle qui serait libre, et finalement, donc, vous l'avez rencontrée, puis c'est pas si pire. Non, elle est bonne, je l'aime. She's badass. Ah oui, une badass. Quand on s'est parlé la semaine dernière, vous m'avez dit quelque chose auquel je n'avais jamais pensé. Vous avez dit, on revient de tout ça. Quand on revient, là, puis que tranquillement, on se relève, on se pense, on se guérit, on fait un pas à la fois, tout ça, c'est formidable, mais il y a quand même des deuils à faire. C'est-à-dire? Je suis un petit peu dans cette période-là aussi parce que j'ai changé d'emploi au mois de mai. Et c'est un changement de vie à 180 degrés. Et même si je ne retournerais pas en arrière, je ne retournerais pas à Geneviève l'été passé, je m'ennuie d'elle. Je m'ennuie de certaines qualités qu'elle avait, que j'ai encore, mais que là, j'apprends à canaliser d'une autre façon pour continuer mon expansion. Mais dans ce contexte-là, je laissais aller la Geneviève qui m'avait protégée jusqu'à maintenant, celle qui avait survécu, celle qui m'avait amenée en un morceau jusqu'à ce moment-là de ma vie. Mais j'avais plus besoin de tous ces mécanismes-là de défense et de protection et de renfermement. Sauf que j'avais peur de la laisser aller parce que c'est la Geneviève qui m'a permis d'être en vie. Donc, c'est un peu ça. J'ai dû faire le deuil de cette guerrière-là pour m'ouvrir beaucoup plus, pour ouvrir mon cœur, pour m'ouvrir à d'autres expériences. En sachant que j'ai un énorme potentiel, mais est-ce que ça va me changer d'une façon que
je vais me réveiller 1 an ou 2 ans plus tard puis que je vais dire « Oh mon Dieu, je suis pas bien. » Tu sais, c'est tout le temps ça pour moi, la reconstruction. C'est de prendre un risque immense, de sauter les 2 pieds dans le vide, mais avec les yeux ouverts au lieu de fermer nos yeux, en se disant « J'ai aucune idée de quoi le futur va avoir l'air, mais je le mérite puis je vais essayer. » Mais ça ne garantit pas que ce futur-là, on va l'aimer autant que le passé. T'sais, même si notre passé était difficile, il était confortable parce qu'on le sait qu'on a passé au travers. Fait que c'est ça. Beaucoup de douleur dans tout ce récit, hein, mais aussi beaucoup de belles nouvelles. Imaginez qu'elle s'est rendue compte il y a quelques années que toute cette première partie de sa vie, où elle a été championne, elle a compétitionné, elle n'avait jamais aimé, eu du plaisir à faire du vélo. Mais c'est plus le cas aujourd'hui. Non, c'est plus le cas aujourd'hui. Je me suis rendu compte à mes 40 ans, en fait, j'ai trouvé ça difficile, 40 ans, dans le sens que, je sais que c'était encore assez très jeune, là, mais je me suis dit, là, si j'ai des choses qui ne sont pas faites, je me dois de les faire. Surtout si c'est sportif, parce que la force physique que j'ai, je ne l'aurai pas toute ma vie. Et pour moi, je me suis rendu compte que mon entraîneur, une des seules menottes qu'il avait encore sur moi, c'était qu'il m'avait volé le plaisir de faire du sport, mais intensément. Pas seulement de la balade, mais d'avoir mal, d'être essoufflé, d'avoir mal aux jambes. Je me disais, je veux pas lui laisser aucune place. Je veux vraiment qu'il sorte de mon cerveau. Et la seule façon que je peux m'en débarrasser de cette-là, c'est de retourner à la compétition et de reconnecter mes fils au cerveau, de refaire l'expérience, de construire une expérience positive quand j'ai mal aux jambes. Fait que je suis retournée à la compétition. J'ai embauché un entraîneur que je travaille encore avec lui aujourd'hui. Là, c'est sûr que je fais plus de compétition, mais j'en ai fait 2022, 2023, 2024 pour aller justement reconstruire les connexions cerveau. Puis là, j'ai du fun. Là, j'ai du fun en vélo. Je le fais pour mon plaisir. Je le fais, en fait, pour m'entraîner pour la vie. Parce que je me suis rendu compte que la vie nous donne tout le temps des coups de pied d'en face. Si on n'en a pas eu pendant 1 an ou 2 ans, we're about to get one in the face. Si on en a eu, là, on va avoir une petite période de repos, puis ils vont en avoir d'autres. Fait que pour moi, tu sais, partir sur des entraînements de vélo ou de course à pied, c'est quand même être inconfortable physiquement. Ça me permet de passer mieux au travers de la vie. Maintenant, j'utilise le sport pour continuer à faire mon bout de chemin. Question, commentaire. Ah oui, puis on a justement la marathonienne. Marie-Josée la marathonienne. Question, commentaire pour Geneviève Janson. Je réponds à tout, n'hésitez pas. Ici Marie-Josée. Ça a été évidemment très difficile, ce que vous avez vécu. Ça a été pour nous difficile de l'entendre quand on ne connaissait pas toute cette histoire-là. Mais pour vous, de l'entendre par des comédiennes qui ont fait la lecture, comment vous avez vécu ça? Pour moi, là, c'était un coup de poing sur la gueule, mais peut-être pas pour vous. En fait, j'étais un peu intimidée de savoir qu'il allait y avoir des actrices qui lisent les mots que j'ai écrits. Puis là, écoute, je vais sonner snob en titi, là, mais j'étais là, waouh, c'est moi qui écris ça. C'est bon! Puis c'était très bien lu. Fait que c'est un honneur. C'est un honneur. J'aurais jamais pensé me retrouver là, à avoir écrit un livre. Tu sais, chez moi, la culture était très valorisée. L'intelligence, la discussion, l'art, la politique, tu sais, tout ça. Et d'être dans des cercles maintenant, après avoir été si longtemps considérée seulement comme une athlète, mais là, d'être considérée pour qu'est-ce que j'ai au 2e étage, c'est un wow,
c'est ça, j'en suis, encore une fois, ouais, je vais me répéter, mais j'en suis extrêmement fière. Alors, ouais, ça a été très... C'est réparateur. Ouais. Oui. Pour les autres. Pas deux, un, c'est assez. Moi, en tant que maman, je me mets à la place de vos parents quand ils ont appris ça. Comment ils ont vécu ça? Ils vivent-ils encore, vos parents? Oui, ils vivent encore. Je pensais jamais leur dire. Je pensais, sans être macabre, je leur ai fait vivre des grosses émotions à mes parents. Ils se sentent encore coupables aujourd'hui de ne pas avoir vu ça, de ne pas avoir dit non, de ne pas avoir... Donc, j'attendais, en fait, qu'ils décèdent avant de révéler les abus que j'ai vécus. Ça s'est pas passé comme ça. Et on s'en est parlé quand je suis revenue à Montréal en 2012, mais à mots couverts. Mais ils l'ont vraiment appris pour la première fois en lisant le livre. Je leur ai fait lire, bien sûr, avant la publication, mais à la dernière minute, là, vraiment comme... Ils partaient sous presse, je pense, le 15 août, puis mes parents ont reçu le manuscrit le 25 juillet, mettons. Et ils ont été vraiment des champions. Là. C'est sûr, ça a été difficile, mais ils sont très fiers de moi. Ils voient aussi l'œuvre utile que ça fait parce que mes parents, ils se disent, tu sais, j'ai eu une enfance merveilleuse. Mes parents, c'est du monde extraordinaire. Qui donne des 100 piastres. Ouais, écoute, de même. Non, mais qui croient à la bonté des gens. Donc, pour eux, ils ont été complètement floués par l'entraîneur aussi, là. Fait qu'ils ne veulent pas que ça se répète à d'autres familles, tu sais. Ça veut pas dire que quand on est né dans une bonne famille, que ça nous arrive pas. On a... N'hésitez pas au fur et à mesure à lever la main. On a on a une culture de la victoire, c'est-à-dire on adore voir les gens gagner, tout ça. Mais vous me disiez la semaine passée une autre chose auquel je n'avais jamais pensé, c'est que une victoire, ça ne veut pas nécessairement dire que tout va bien. Non, exactement. Pour moi, le sourire était mon arme la plus meurtrière hein, parce que je me disais, si je souris sur le podium, si je souris devant les gens, il n'y a pas personne qui va me poser des questions. Quand on gagne, il n'y a personne qui nous pose des questions parce qu'on se dit, oh mon Dieu, elle gagne, elle est bonne à l'école, il est bon à l'école, tout va bien, ça veut... Voilà. Mais c'est pas ça. Des fois, hein, ça cache... je peux pas dire souvent parce que je peux seulement parler de mon expérience, mais j'ai le privilège de recevoir beaucoup de témoignages, comme on se parlait avant de rentrer en ondes. Et j'ai plusieurs hommes qui sont venus me conter qu'eux aussi ont vécu des situations d'abus, des fois aux mains de leurs femmes, des fois aux mains d'autres hommes. Plusieurs autres athlètes aussi qui m'ont dit, moi, je gagnais, mais ma vie s'écroulait. Tu sais, mais on est tellement habitués en société aussi, ben, j'allais dire du côté masculin, mais autant du côté féminin que masculin, qu'on doit être en contrôle, qu'on doit être un game face, qu'on s'en va là pour gagner. Donc, les athlètes, on s'identifie beaucoup à la victoire, aux soldats. Donc, quand ça craque à l'intérieur, on n'a pas tendance à le montrer. Tu sais, maintenant, les temps ont changé. On a plus... les athlètes prennent plus parole. Les personnes de tête, les personnes publiques aussi prennent plus parole. Donc, on est en train de briser les tabous. Mais je crois que ça prend encore beaucoup de figures qui sont publiques, politiques, pop, athlétiques pour continuer ce travail-là. C'est un travail de longue haleine. Madame est une vraie de vraie lectrice, là. Vous me disiez... après, on va aller vers là, Marie-Josée. Dans le sens où vous me disiez que l'an passé, par exemple, vous lisiez au moins 2 livres par semaine. On va prendre la question de madame, mais je serais curieux de savoir qu'est-ce qui vous intéresse comme lectrice. Bonsoir. Et je trouve, Geneviève, que c'est vraiment beau de te voir. Je trouve que tu as été super forte, courageuse. Il doit avoir eu des grands bouts difficiles.
on le comprend. Puis c'est très touchant parce que je pense qu'effectivement, on voyait ce soir que beaucoup de personnes étaient au courant de ce qui s'était passé. Mais je trouve ça chouette. Je trouve que tu as l'air heureuse, tu as l'air bien. Puis je te félicite parce que on ne sait pas ce que les gens ont vécu. Puis en tout cas, moi, je trouve que tu peux être fier de toi. Il n'y a pas juste tes parents qui peuvent être fiers. Merci. Félicitations. Puis c'est beau de te voir. Merci, c'est gentil. Qu'est-ce que tu... Qu'est-ce que j'aime comme livre? Oui, y a-tu un type de livre ou tu es plutôt... moi, c'est tout, là. J'aime goûter à tout. Je suis incapable de lire des livres d'horreur ou des policiers. C'est trop stressant pour moi. Je lis... Là, je viens de terminer un livre d'une autrice algérienne qui s'appelle Championne, qui va paraître bientôt. J'en parlais aujourd'hui pour me plugger encore une fois. Vous allez voir, la modestie, c'est ma meilleure qualité. Oui, j'en ai parlé à l'émission d'Émilie Perrault, Il restera toujours la culture. Aujourd'hui, j'ai lu ça, puis on est allé en parler en ondes. J'ai commencé du Fyodor Dostoïevski, qui est très compliqué à lire, qui me prend beaucoup de temps. Un auteur de la relève à découvrir. Oui, un auteur des Russes de la fin des années 1800. Je lis aussi du Jim Harrison en ce moment. Je lis toujours 2-3 livres en même temps. Jim Harrison, qui est américain, qui est très drôle, que je lis en anglais pour vraiment bien capter tout la profondeur de son récit. Mais je lis aussi beaucoup de romans québécois. J'ai lu Rue du Plessis, j'ai lu Michelin, que je recommande les deux, Mélasse de fantaisie, qui est un livre très difficile à lire de Francis Ouellette, mais qui est merveilleux. Je me promène pas mal partout. J'aime beaucoup les auteurs français. J'ai pas de télévision à la maison. Je suis pas abonnée à Netflix. Je suis pas abonnée à rien. Donc, je lis. Mais il y a une émission que j'écoute à la télévision et c'est La Grande Librairie. Donc, une émission française. Je prends beaucoup de mes recommandations de lecture là. Donc, j'écoute des podcasts de lecture. En tout cas, tout ça. Fait que je suis très nerd, en fait, là-dedans. Il y aurait eu... Est-ce qu'on a eu une main? Oui. La marathonienne arrive. Allô? J'aimerais savoir comment ça a été la réconciliation avec Lynn Bessette, qui était ton... Oui, on va juste remettre dans le contexte. Oui. Ça a été... Tu t'es retrouvé au sein d'une équipe et ça a été très difficile, entre autres, avec une cycliste. Oui, Lynn et moi, on était découvertes en même temps. Elle est un petit peu plus vieille que moi, mais on a eu du succès dans les mêmes années et on compétitionnait beaucoup l'une contre l'autre. On avait une course de la Coupe du monde de Montréal qui était très prisée, que les deux, on voulait gagner, que j'ai gagné à plusieurs reprises. Ça a toujours été une victoire que Lynn voulait. Elle m'a battue aussi dans plein d'autres courses super prestigieuses. On a eu 2 belles carrières vraiment riches. Lynn a continué beaucoup plus longtemps que moi. Elle a été championne olympique en paralympique en étant guide d'une cycliste aveugle. Elle a eu une super carrière, mais Lynn a vécu beaucoup de traumatisme et beaucoup de colère et de déception par... Je ne veux pas dire ma faute, mais par la situation, par le fait que j'ai pris des produits dopants, par mon entraîneur. Quand j'ai testé positif, elle était bien sûr choquée, déçue, très en colère, avec raison. Et on s'est jamais parlé, en fait. Et moi, au travers de mon processus de reconstruction, j'ai toujours voulu la connaître, j'ai toujours voulu lui parler, mais je voulais pas l'approcher parce que je me disais, je peux pas juste prendre le téléphone puis dire « Salut Lynn, tu sais, je m'excuse. » Je peux pas m'excuser. Je peux pas m'excuser de m'être fait violer, de m'être fait pousser dans le dopage à 16 ans. Et là, je dis pousser, oui, j'avais ma part de responsabilité là-dedans, mais c'est quoi la part de responsabilité quand
on a 16 ans et qu'il y a quelqu'un qui dit qu'il va nous tuer si on s'en va, tu sais. Tout ça, je ne pouvais pas décider. Donc, je voulais vraiment que ça vienne d'elle en premier. Et elle a été assez grande. C'est une grande femme. Elle a un gros cœur. Puis un jour, elle m'a écrit. Puis elle m'a dit, Geneviève, je suis vraiment fière de toi. Je suis contente que tu aies de l'air bien. Je te souhaite le meilleur. Et ça a réussi à ouvrir la discussion. Et on s'est revus. On s'est parlé. Je pense que on a fait autant de chemin qu'on est capable d'en faire en ce moment. On a réconcilié le plus de choses, on a compris le plus de choses l'une et l'autre. Mais ça n'empêche pas que les blessures sont là, et elles vont rester là. Il y a des trucs du passé qu'on ne peut pas réparer. Mais elle m'a donné un grand cadeau. Elle m'a redonné ma place dans le sport. Elle m'a redonné ma place un peu dans le monde au Québec. Puis elle m'a permis, moi, j'ai pris ça comme tremplin et j'ai bondi. Avec son amour, avec son acceptation, là, j'ai passé à complètement un autre niveau de personne. Puis je lui dois ça à elle. On lui transmet le... On va faire un hashtag. Parfait. Il y a... Oui? Ah, d'accord. Allez-y. Ben, moi, j'aimerais savoir si vous avez d'autres projets d'écriture. Parce que vous l'avez dit, vous êtes humble et on l'a entendu et la majorité des gens ont lu votre livre et c'est vrai que la plume, la construction, au-delà de l'histoire, j'aimerais savoir si vous avez d'autres projets et je pense qu'on aimerait ça qu'il y en ait un. Oui, j'en ai un autre. En fait, il est déjà commencé. Là, ça va me prendre un petit peu plus de temps à l'écrire. La cassure, ça m'a pris 6 mois. J'ai commencé février, au mois d'août, je bouquais ça, c'était fait, j'avais 85 000 mots. On a coupé beaucoup, là, puis il est quand même gros, mon livre. Donc là, je vais aller jouer un petit peu plus en autofiction, en biographie. C'est important que tous les faits, les détails, tu sais, on n'a pas... C'est pas un exercice créatif, oui, dans le sens qu'on trouve les bons mots pour exprimer nos sentiments, puis, bon, faire des belles phrases et monter le récit un peu comme si on lisait un roman. Mais là, je me permets un peu de l'autofiction, donc encore basé sur mon histoire, sur mes faits vécus. Mais ce n'est pas Geneviève qui parle, ça va être un autre personnage. Il est déjà commencé, en fait. Je l'ai peut-être dit, mais j'ai oublié. Mais j'ai l'impression que je dois m'exposer un petit peu plus de vie, un petit peu plus d'expérience de vie. Et ça, c'est Jim Harrison, l'auteur qui est maintenant décédé, américain, que je suis en train de lire, que j'ai écouté une entrevue avec lui à un moment donné, puis il disait, tu sais, quand on est auteur, si on veut écrire des bons livres, il faut vivre beaucoup de choses. Il faut dire oui à beaucoup de choses pour s'exposer à plein d'aventures qu'on peut en retirer des leçons. Donc, je ne suis pas rendue là encore. J'ai l'impression que si je bouclais mon prochain livre dans 2 ans, ça serait encore trop teinté du passé et je veux que ça soit quelque chose qui m'amène ailleurs et qui amène les autres ailleurs. Mais pour l'instant, si je peux vous donner une primeur, je vous ai dit tantôt que j'aimais la musique. L'héroïne va être un DJ. Parce que je me suis dit, il faut que ça soit quelque chose que je comprends. Il faut que ça soit quelque chose aussi de physique. Il faut que ça passe dans un geste répétitif, dans une expérience sensorielle, mais qui sort par le corps. Et les DJ, c'est beaucoup ça. C'est beaucoup de répétition, c'est beaucoup des... Moi, j'écoute du house. C'est beaucoup des beats pareils. C'est un 4 beats, c'est tout le temps constant. Et quand on regarde des DJ dans un show, quand on va dans un rave, j'en fais pas des raves, là, mais j'en ai fait quand j'ai revécu, quand j'ai quitté le sport. C'est très physique aussi, fait que ça s'en va dans ce sens-là. Et donc, voyant comment sa vie a été, on pourrait aussi avoir un nouveau livre dans 6 mois. Puis, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui va se passer. Là, tout le chemin depuis ces 20 années-là, il y a eu des gens autour de vous. Il y a beaucoup de choses. Vous avez trouvé un chemin à l'intérieur de vous. Il y a plein de coins sombres dont on n'a pas eu le temps de parler. Puis c'est correct aussi, les gens verront dans le livre. Mais là, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là? De continuer à faire des choses qui me font peur. Parce que je me suis rendu compte que c'est là où est-ce que je me sens le plus en vie.
c'est le tremplin aussi que j'utilise pour devenir une meilleure personne, pour continuer à grandir. Je m'en étais pas rendu compte, mais quand on est athlète, on a tout le temps ça un peu, parce qu'on a tout le temps une compétition qui s'en vient, qui nous fait un peu peur. Et c'est comme une petite victoire qui est ponctuelle dans le temps, qu'on se prépare pour. Et quand j'ai arrêté ma carrière, j'ai eu beaucoup de difficultés à transposer ça dans une vie, entre parenthèses, plus normale. Donc, en ce moment, pour me sentir vraiment en vie, j'ai besoin d'attaquer des défis où est-ce que je me sens pas vraiment prête, où est-ce que je ne suis pas vraiment prête, mais sont pas aussi loin que je peux pas y arriver. Tu sais, mon niveau de préparation est peut-être ici, le niveau du défi est peut-être ici, mais le pont est facile à faire. C'est pas mon niveau de préparation est ici et que je m'en vais là, que le saut est impossible. Il est juste assez grand pour que j'aille à me stretcher plus, tu sais. Donc, c'est ça que vous pouvez me souhaiter. Je vous le souhaite. Merci. J'ai une autre affaire aussi à vous souhaiter, mais avant de remercier notre invité et de faire mes vœux de fin, surveillez bien ce qui s'en vient du côté de la bibliothèque, entre autres l'organisme à voix haute, dont vous avez 2 représentantes avec nous ce soir, sera de retour le 16 septembre avec la mise en lecture théâtrale du roman « Ça finit quand toujours », écrit par Agnès Grouda. L'avez-vous lu? Non, mais je suis sur la liste d'attente à ma bibliothèque. Ah oui, hein? Et puis, la semaine d'après, il va y avoir une rencontre avec Agnès Grouda. Parmi les autres choses, là, cet automne, il y a une série de rencontres littéraires. Jocelyn Sioui, Pascal Monpetit, Martin Michaud. Vous allez revoir ma grosse face aussi dans le programme. Je reviens avec un truc particulier qui n'a rien à voir avec l'animation cet automne. Pardon? De la danse? Non. Parlez pas de malheur, vous. Merci à la Bibliothèque et la Ville de Repentigny qui ont rendu cette soirée possible. À la lecture, Élisabeth Sirois et Lily Thibault. Merci. À la technique ce soir. À la technique ce soir, Francis Labelle et Charles-Antoine Leroux. À l'animation, le formidable, on n'exagérez pas. Oui, j'insiste, le formidable Frédéric Lapierre. Merci. Non, mais la modestie, hein? La modestie, on a ça en commun. Geneviève, samedi, là, c'est quelle date? C'est ma fête, tout le monde. Oh! Le 29 août. Alors, je me permettrai de vous souhaiter à l'avance bonne fête. On chante dessus bonne fête? Oui. Bonne fête, Geneviève Janson. Bonne fête, Geneviève Janson. Bonne fête, bonne fête, bonne fête, Geneviève. Merci pour ce moment précieux. Elle a quelques exemplaires de son livre avec elle pour ceux que ça intéresserait. Elle reste ici quelques minutes. Ah non, ça, c'est à moi, ça. Touchez pas. Le 20$ qui tombe, ça, je suis sûr que c'est moi qui l'ai échappé tantôt. À bientôt. À bientôt. Merci tout le monde. C'était un plaisir. Merci.